Et nous allons donc passer à la communication suivante, qui est celle de Gilbert, Institut de la main Paris, chirurgie de la main pédiatrique, chirurgie solidaire et formation des chirurgiens. L'intervenant sera Jean Dubousset. Monsieur le Président, chers collègues, je dois dire tout de suite que j'ai été tout à fait, je dirais presque ému par la communication de notre collègue suisse, le professeur Reinberg, que j'ai trouvé excellente et de façon tout à fait beaucoup plus modeste que ses moyens. Vous allez voir que nous arrivons pratiquement aux mêmes conclusions. D'abord, je voulais parler du titre solidaire, parce que nous avons l'habitude de parler depuis très longtemps de chirurgie humanitaire, c'est-à-dire d'aller traiter des patients dans les pays en voie de développement, un nombre de fois limité, etc., là où les besoins sont absolument énormes. Quand on voit que certains pays, je parle le Vietnam par exemple, à 70 millions d'habitants, ce n'est pas en allant opérer 10, 20, 30, 100, 200 patients qu'on va changer quelque chose au système local. Et c'est donc la formation est quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est pour ça que je trouve que le terme solidaire me plaît beaucoup pour dénommer cette chirurgie plus qu'humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle l'importance de la formation est fondamentale dans ce travail que l'on fait et qui doit dépasser le propre ego finalement du chirurgien. Et c'est ça aussi, je crois, qui est parfois un petit peu difficile. Il faut le faire avec le soutien local. On ne peut pas aller faire de la chirurgie sans avoir un soutien à la fois des chirurgiens et des autorités locales, en particulier pour la formation. Alors moi, je vais parler des enfants essentiellement, pour revenir sur ce qui avait été dit. Bien sûr, énormément d'enfants dans ces pays. La plupart du temps, aucun hôpital spécialisé. Il y a même des grands pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui, il y a encore 5 ans, n'avait aucun hôpital d'enfants. Donc, il faut savoir que le traitement de la chirurgie, la chirurgie pédiatrique est quelque chose qui a été délaissé dans beaucoup de pays, beaucoup plus même que le reste de la chirurgie. Et bien entendu, pas beaucoup de chirurgiens formés, pour des raisons qui sont tout à fait variables, dont l'une est assez malheureusement claire, c'est-à-dire que les salaires des chirurgiens sont très faibles dans ces pays, et ils vivent d'un deuxième métier et de la chirurgie privée, du peu de chirurgie privée qu'ils arrivent à faire, et on ne fait pas de chirurgie privée avec la chirurgie pédiatrique dans ces pays-là. Donc, vous voyez, c'est difficile à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation, et à la fois parce que ce n'est pas une vocation facile pour un chirurgien dans ces pays de devenir chirurgien pédiatrique. Alors, il faut trouver bien sûr des sponsors. On a vu ces très grandes organisations que nous a présenté le professeur Reinberg. Moi, je suis parti avec diverses organisations, et en particulier la chaîne d'Espoir. Je salue Éric Chesson, son président qui est ici, et qui font un grand travail pour aider à cette chirurgie solidaire. Quelques chiffres simplement. C'est bien sûr beaucoup plus modeste, vous le verrez, que tout ce que vous avez vu. Ça, c'est mon activité personnelle depuis une dizaine d'années. Ça représente, vous le voyez, un nombre de patients assez important et des opérés. Et vous allez voir que ces opérés, c'est un choix, ne sont pas... moi, j'ai fait le choix de la spécialisation, c'est-à-dire d'apprendre à ces chirurgiens à une chirurgie qui peut être parfois considérée comme du luxe, mais qui, dans la réalité, les malformations congénitales, par exemple, ça peut être considéré comme du luxe, mais dans la réalité, c'est quand même très important pour les enfants. Ça, c'est un travail que j'avais fait au Brésil. Et il faut savoir qu'on peut faire même de la chirurgie très compliquée. Par exemple, la microchirurgie peut être faite dans ces pays. Avec mon collègue Philippe Valenti, nous faisons ça depuis déjà des années. Et vous voyez qu'on peut faire de la chirurgie parfois compliquée. La microchirurgie ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher parce qu'on trouve des microscopes partout, il y a des ORL partout, il y a des neurochirurgiens partout, et donc on peut utiliser des microscopes même un petit peu
disons, vieux. Le reste, les instruments, vous savez que les Chinois fabriquent des boîtes entières de microchirurgie pour 100 $, que dans beaucoup de pays, on fabrique soi-même ces fils de microchirurgie. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une chirurgie chère. Il faut simplement l'apprendre. Et vous voyez, une chose que j'ai voulu souligner, c'est la chirurgie du plexus brachial. Ça a toujours été un de mes centres d'intérêt. Et vous voyez qu'en une dizaine d'années, j'ai opéré 236 cas. Vous vous rendez peut-être pas très bien compte, 236 cas, il n'y a aucune équipe en France, par exemple, qui ait fait ce nombre. Il doit y avoir une équipe en Europe qui a fait ce nombre. Ça, on reviendra dessus, l'importance que ça peut avoir, cette chirurgie, également pour les chirurgiens et l'équipe qui les font. L'anesthésie, c'est quelque chose de très important, ça a été aussi signalé, car là, il y a des grands manques dans l'anesthésie, en particulier pour la chirurgie pédiatrique, et on développe beaucoup la chirurgie locale, loco-régionale, chez les petits-enfants. On peut faire de l'anesthésie loco-régionale chez les enfants de 2 ans, ce qui a le double avantage, bien sûr, d'éviter d'avoir des gros appareils et des produits qui coûtent cher, et de permettre l'ambulatoire, c'est-à-dire d'éviter les coûts d'hospitalisation. C'est un instrument de formation unique. Pourquoi ? Il y a un très grand nombre de patients. On fait des consultations de 100, 150, 200 patients, tous bien sûr déjà sélectionnés, c'est-à-dire des patients tous intéressants. Ce sont des pathologies rares, variées. Un de nos collègues a parlé de la maladie de Hirschsprung, mais il y a des tas de maladies difficiles qui n'existent plus dans nos pays. Qui voit encore maintenant des polios, par exemple ? Qui fait cette chirurgie des syndromes de Volkmann? C'est quelque chose qui a disparu de notre pathologie, mais il n'empêche qu'il faut continuer, les jeunes chirurgiens doivent continuer à connaître ça. Il y a de temps en temps un syndrome de Volkmann en France. Eh bien, la plupart des chirurgiens sont désarmés parce qu'ils n'en ont jamais vu. Et enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais les régulations sont beaucoup moins strictes. Les régulations qui ont tué beaucoup de nos facilités d'enseignement maintenant, et il faut bien dire qu'il y a ces possibilités beaucoup plus importantes d'enseigner. Le but est donc la coopération, opérer bien sûr les enfants, former les chirurgiens locaux, les aider à structurer leur organisation. Ça aussi c'est important, et c'est là où des voyages peuvent être importants, de voir comment nous sommes organisés, et enfin bien sûr les indications. Je vois donc un triple intérêt dans la chirurgie solidaire. Tout d'abord, la formation des chirurgiens locaux. Et je ne crois pas qu'elle soit en contradiction avec le fait que ces chirurgiens viennent en France. Car il faut de toute façon, à un moment ou à un autre, qu'ils puissent voir l'organisation chirurgicale qui existe chez nous. Mais ça permet d'avoir des séjours plus courts. Car ces séjours longs sont difficiles, ces séjours longs sont chers, et des séjours plus courts de 2, 3 mois peuvent être suffisants lorsque le chirurgien a été en grande partie formé localement. Et puis, ça c'est quelque chose que je trouve assez innovant ces dernières années, c'est que de plus en plus, comme je vous l'ai dit, il y a une pathologie de plus en plus importante dans ces pays qui n'existe de moins en moins chez nous, ce qui fait que nous avons avec nous des chirurgiens qui viennent en même temps de nos pays pour apprendre. Et par exemple, pour le plexus, il y a des chirurgiens qui sont venus d'Australie, d'Italie, d'autres de France aussi, bien sûr, et qui viennent parce que dans cette courte période, en quelques jours, ils peuvent voir. La dernière fois que je suis allé au Vietnam, j'ai opéré 20 plexus en 3 jours. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne verront pas en 1 an ou même en 2 ans, des fois dans certains endroits. Enfin, je crois que l'activité scientifique est très importante, car il ne suffit pas de leur apprendre la chirurgie, il faut leur apprendre à examiner, à conserver les dossiers, à revoir les dossiers. Et ça, c'est une des choses qui manque souvent le plus, c'est la revue des dossiers et donc l'obligation de faire des présentations scientifiques. Et là, je vous ai mis simplement une des présentations scientifiques qui est faite par les chirurgiens avec lesquels j'ai travaillé au Brésil et qui représente une activité qui est maintenant la plus importante du Brésil parce qu'ils continuent entre
les missions à travailler eux-mêmes. Et ça, c'est le point important. Tant qu'on voit que ces chirurgiens ne s'intéressent à cette chirurgie que lorsque les missions viennent, c'est encore un échec. Le succès, c'est lorsqu'on ne vient plus et qu'ils continuent à le faire. Alors bien sûr, ça arrive, on a vu des très beaux cas, etc. Mais combien de fois passons-nous 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un pays, dans une équipe, on a l'impression des gens intéressés, on s'en va, 2 ans après on arrive, tout a disparu. Et ça, malheureusement, c'est difficile de le savoir à l'avance. Revenir simplement sur le fait que, bien entendu, ce sont des chirurgiens les plus expérimentés, cela a été dit tout à l'heure, la chirurgie humanitaire, solidaire, c'est celle qui nécessite le plus d'expérience. On travaille dans des conditions difficiles, il faut aller vite, avec des instruments qui ne sont pas forcément de bonne qualité, avec une mauvaise lumière, avec une anesthésie parfois passable. Donc il faut être un chirurgien expérimenté, ça c'est important. Deuxièmement, important, fondamental d'avoir le soutien officiel local. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup dans ces pays de gens qui viennent, qui font un petit arrangement, qui viennent passer 8 jours, etc. Et ça ne mène à rien, parce que si on n'a pas le soutien de l'université, de l'hôpital, voire du ministère de la Santé, malheureusement, on n'ira pas au bout de notre travail. Et bien sûr, il faut être adapté aux possibilités locales. Les techniques peuvent être différentes. On parlait de l'endoscopie, bien sûr, c'est une chose très intéressante, mais pour revenir toujours sur l'endoscopie, faut-il apprendre au Vietnam, en Égypte ou dans ces pays-là à faire, par exemple, l'endoscopie du canal carpien, alors qu'il n'y a aucune différence avec la chirurgie ouverte. Je pense qu'il faut sélectionner les techniques les plus simples, les plus efficaces, celles qui vont nous donner de bons résultats. Et enfin, bien sûr, pas trop cher. Et je reviens aussi sur la même conclusion de celle du professeur Reinert. Le plus important quand on fait toutes ces missions, c'est l'accomplissement personnel et c'est l'intérêt qu'on peut trouver à faire cette chirurgie. Je pense que même si on a fait de la chirurgie pendant 30, 40, 50 ans, ces missions vous apportent quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, et qu'il faut continuer à les faire. Et en conclusion, je reprends la phrase de Antia, qui était un chirurgien indien et qui a publié dans le British Journal Plastic Surgery en 1983. Je vous laisse lire la phrase, je ne vais même pas vous la traduire, je suis sûr que vous la comprenez tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question ? Oui ? Merci beaucoup, Éric Chesson. Merci Alain d'avoir fait cette présentation qui illustre très bien ce que cherche à faire la chaîne de l'espoir depuis maintenant 20 ans, avec Alain Deloche qui, je sais, l'année dernière est venu faire une présentation ici. Nous avons essayé d'abord à Médecins du Monde et maintenant à la chaîne de l'espoir de développer ce type d'intervention. Mais je crois qu'il est... Alors on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais toutes les présentations que nous avons vues, pour l'instant, se situent dans un contexte très particulier. Je pense que d'abord, nous devons avoir conscience, et Claude Dumurgier, qui a une longue expérience de ça, pourrait nous le dire, il se place dans un contexte de repli des institutions gouvernementales. Bien entendu, du ministère des Affaires étrangères, pour des raisons que l'on connaît, et de feu le ministre de la Coopération. Et ceci se place également dans un contexte financier très particulier. Et je vous assure, Alain et les autres ont très brièvement parlé d'argent, mais c'est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental. Je vous rappelle simplement qu'en Espagne et en Italie, le fundraising a baissé de 40% sur l'ensemble de toutes les associations humanitaires médicales. Et donc, face à ça, il faut que nous soyons solidaires, bien entendu, mais que nous ayons un effet de masse. Et je pense que l'école de chirurgie française a tous les moyens pour ça. Et c'est pour ça que la chaîne de l'espoir, nous avons essayé de développer des hôpitaux avec une certaine modernité et de développer des plans où on peut avoir des fonds institutionnels. Parce que je vous assure que dans les quelques années qui viennent,
les prévisions sont ainsi. Les grosses associations type MSF et Médecins du Monde agiront sur l'urgence, mais nous-mêmes, vous qui avez présenté l'ensemble de ces topos, c'est-à-dire la chirurgie solidaire aura beaucoup de mal à exister parce que nous aurons des difficultés d'accès à cet argent qui est nécessaire. Et je crois que ce serait un vrai sujet de réflexion pour nous tous. Et c'est pour ça, dernière chose, qu'à la chaîne de l'Espoir, nous avons beaucoup développé la visioconférence pour faire des staffs avant l'émission, pour préparer l'ensemble des interventions, mais aussi pour suivre nos collègues et avoir en permanence ça. C'est aussi une action low cost. Merci. Merci Chesson. Jean Dubousset. Oui, je suis là et je vais donc parler d'une expérience tout à fait différente. Car elle a reposé en fait sur une personne en Tunisie. Il s'agit de Mohamed Taeb Kassab. Pourquoi elle est différente? Parce que, et elle est très ancienne, puisqu'elle a commencé dans les années 70. Et on a fait de la formation chirurgicale solidaire dès cette époque, grâce à ce monsieur qui est mort maintenant. Ce monsieur était mon chef de clinique quand j'étais interne chez Merle d'Aubigné. Et pas beaucoup de mes collègues aimaient prendre les gardes avec lui. Moi, j'y allais très bien. Bon. Et puis, il est retourné en Tunisie. Il avait une formation en Angleterre, etc. Il est retourné en Tunisie où il a créé la chirurgie orthopédique moderne tunisienne grâce à des appuis politiques, etc., etc. Et puis 10 ans après, il est revenu. J'étais à la clinique, moi, puisque je n'étais pas plein temps à cette époque-là. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il faudrait que tu viennes pour nous enseigner la chirurgie pédiatrique avec ta femme, qui est anesthésiste pédiatre. Et régulièrement, vous allez venir pour nous enseigner ça, sur place. Et on a fait, avec mon épouse, des missions qui étaient de l'ordre de 8 jours, 15 jours. À cette époque-là, il n'y avait que des infirmières anesthésistes. Donc ma femme, qui était anesthésiste pédiatre, a amené beaucoup de... Bon, bref. Et tout cela a tenu à la personnalité de Mohamed Taeb Kassab parce que il avait organisé son hôpital de telle manière que tous ses collaborateurs avaient une priorité dans le traitement des patients. La priorité 1, c'était les infections et les fractures, les séquelles de fractures. La priorité 2, c'était les luxations de hanches. C'était moins urgent. La priorité 3, c'était les infirmes moteurs cérébraux. Et alors, il avait organisé de telle manière que les patients étaient placés dans une liste qui était prévisible pour, à l'occasion de nos visites, de nos missions. On avait un sujet, chaque fois, à 2 ou 3 sujets, par exemple, luxation de hanche, par exemple, spina bifida, par exemple. Et je faisais devant tous les participants, internes, externes, etc., infirmières, etc., je faisais un topo général. Et ensuite, on avait la consultation. Et par exemple, lorsque le sujet avait été dysraphisme médulaire, ce qui est, on en voit un par-ci par-là de temps en temps en France, là-bas il y en avait 25, de sorte que on pouvait enseigner sur place l'examen, etc. Et puis bien entendu, dans la semaine qui suivait, il fallait les opérer. Et donc on les opérait, etc. Et puis 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, quand on revenait, on voyait le résultat. Et voilà. Eh bien, écoutez, on a fait ça pendant au moins 15 ans ou 20 ans, et il y a très peu d'enfants tunisiens, voire plus du tout, qui viennent se faire opérer en France. Donc, je ne vais pas être plus loin. C'était de la formation chirurgicale solidaire avant la lettre. Bravo. Merci Jean.